Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 49 du podcast Résonance. Aujourd'hui, on va parler de l'astrologie du mois de décembre. On va prendre le temps de se poser particulièrement avec la pleine lune en Gémeaux, la nouvelle lune en Sagittaire, ainsi que quelques autres transits notoires qui ont vraiment comme capté mon attention. De manière générale, je vous dirais que le mois de décembre est beaucoup moins chargé que ce qu'on a vécu au cours de l'automne. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle, mais c'est pas parce que c'est moins chargé que c'est moins significatif. Donc, je trouve que, justement, le fait qu'il y ait moins d'action, d'activité dans le ciel, ça nous laisse la chance de nous poser, de contempler les transits qu'on va vivre. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast-là, oui, on rentre quand même dans des notions d'astrologie. C'est possible que vous ne captez pas tout ce que je dis. Dites-vous que c'est parfaitement normal. C'est comme quand on apprend une nouvelle langue. On n'est pas nécessairement familier avec le langage, mais à force d'écouter, notre oreille s'habitue, puis de plus en plus, on se met à saisir les concepts. Fait que découragez-vous pas, puis vous allez voir que je fais tout le temps l'effort de ramener ça à des choses assez concrètes, assez tangibles, pour que vous puissiez comprendre le gros de l'histoire, en fait. Si vous n'êtes pas en train de conduire, vous pourriez écouter cet épisode-là avec un papier et un crayon parce que ça m'arrive de nommer des dates importantes, puis des fois ça peut être le fun de les noter pour s'en rappeler. Maintenant que tout ça est dit, avant de plonger dans l'information astrologique, quelques messages de nos partenaires. Cet épisode vous est présenté par Be Kind. Si vous êtes comme moi, quand vient le temps d'acheter des cadeaux de Noël, je veux que ce soit, oui, des beaux produits, mais je veux que ce soit utile. Je veux que ça soit vraiment utilisé de un, donc cette utilité-là, mais je veux aussi que ça soit utile pour notre économie, en quelque sorte. Donc, j'essaie vraiment de faire l'effort de trouver des compagnies d'ici à encourager quand je fais l'achat de mes cadeaux. Et donc, j'avais envie cette semaine ce mois-ci, en fait, de vous partager 3 idées cadeaux chez Be Kind qui pourraient faire plaisir à des gens de votre entourage. Donc, premièrement, le premier idée cadeau, c'est le coffret de vernis à ongles, édition du temps des fêtes. Premièrement, c'est pas une surprise pour personne. J'adore les vernis Be Kind, même que quand ça m'arrive d'aller me faire les ongles, souvent je me fais faire des manicures avec du vernis normal, pas du gel. J'amène mes vernis Be Kind parce que j'aime mieux la couleur, j'aime mieux la tenue et parce que c'est des vernis non toxiques. Puis ce qui est cool avec le coffret cadeau, c'est que vous pouvez choisir les couleurs que vous mettez dedans. Donc vous pouvez vraiment le personnaliser pour la personne à qui vous l'offrez. Deuxième idée cadeau, il s'agit de leur baume à lèvres nourrissant avec céramide. C'est un baume qui a gagné le prix Beauté Elle Québec en 2025. Il va super bien, c'est le genre de baume qui ne les assèche pas davantage quand tu en mets dessus. Parce qu'il y en a qui font ça, vous savez. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à qui ça l'arrive. Donc, c'est un cadeau qui va absolument être utilisé pendant la sécheresse que l'on vit durant la saison froide. Puis ça se traîne partout avec soi. C'est juste le genre de truc vraiment utile qu'on peut glisser dans un bon Noël. Et finalement, la lotion corporelle hydratante, surtout celle à la noix de coco et lavande, c'est vraiment mon odeur chouchou. Puis on s'entend, on en a tous besoin pendant la saison de l'hiver. Je vous dirais même qu'en ce moment, je touche ma jambe puis je me dis, moi aussi, je serais due. Donc, je vous encourage à soutenir des compagnies québécoises comme Be Kind pour faire l'achat de vos cadeaux de Noël. Et je vous rappelle qu'avec le code VanessaDL15 ou encore Résonance 15, vous avez 15% de rabais sur vos achats en tout temps, que ce soit en ligne ou en boutique. Ça fait 10 ans que j'enseigne le yoga et encore plus longtemps que je le pratique, puis j'ai vraiment une affection particulière pour les pratiques comme le yin yoga ou le yoga restaurateur parce que je trouve que le monde va tellement vite que les pratiques qui nous amènent à ralentir, elles nous font vraiment du bien. Mais souvent, c'est des pratiques qui requièrent des accessoires, comme un traversin par exemple, qui est comme un long coussin sur lequel on peut se déposer de manière passive lors des postures. Et là, bonne nouvelle, j'ai enfin trouvé la compagnie québécoise qui crée ces accessoires-là ici au Québec et vous pourriez gagner le vôtre. Il s'agit de la compagnie Lilby, qui est une jeune entreprise québécoise qui est vraiment en train de changer la game ici. Premièrement, ils font plusieurs types d'accessoires, soit des coussins de méditation ou des traversins. Puis ces accessoires-là sont faits avec du rembourrage exclusif qui s'appelle Loop 25.
Ça a l'avantage d'avoir le juste équilibre entre assez moelleux pour que ça soit confortable, mais assez ferme pour que ça nous soutienne. Puis ce rembourrage-là, c'est leur fierté parce que c'est fait à partir de chutes de tissus récupérés. Et donc, on peut parler d'une approche circulaire qui réduit les déchets. Puis en plus, tout est fabriqué ici, au Québec, dans un atelier local. Puis en plus, je vous ai même pas encore parlé du tissu des traversins qui est doux, qui est durable et qui est super beau, ce qui fait en sorte que c'est pas un accessoire qu'on cache dans le fond de sa garde-robe. Lilby répond à un besoin qui était présent dans la communauté, c'est-à-dire des accessoires de yoga qui sont faits de manière éthique et locale. Pour être bien honnête, là, je pense que je les ai manifestés. Pour célébrer notre nouvelle collaboration, on organise un concours qui va avoir lieu sur Instagram du 8 au 14 décembre. Pour participer, vous avez juste à vous rendre sur mon compte ou sur celui de Lilby, trouver la publication du concours et commenter. Puis si vous avez des questions, toutes les infos vont être dans le texte sous la publication. On est présentement dans la saison du Sagittaire et ce depuis le 21 novembre dernier. Puis avant ça, on était dans la saison du Scorpion. Puis écoutez, je vais vous mettre ça en mots simples. La saison du Scorpion, c'est une saison qui nous met le nez dans notre caca. On peut dire ça comme ça. C'est très introspectif, ça nous met face à des choses confrontantes par rapport à soi-même, par rapport au monde, mais c'est un travail qui est nécessaire. C'est un repli sur soi qui est important pour être une personne totale, complète si on veut. Mais là, après, tout le côté introspectif, transformateur. Dans une saison du Scorpion qui était très spicy et confrontante, là, on va se le dire, on entre dans la saison du Sagittaire qui est comme un genre de retour vers la lumière après les profondeurs puis l'intensité du Scorpion. Je vous dirais que le Sagittaire est assez intense aussi par contre, mais de manière complètement différente. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après avoir visité tout le shadow, tout le côté sombre de soi-même et du monde dans la saison du Scorpion, c'est comme si on est invité à élargir nos horizons dans la saison du Sagittaire. On veut retrouver un sens. En fait, on veut donner un sens aux choses complexes, difficiles, prenantes, challengeantes, qu'on a vécu durant la saison du Scorpion. Mettons que je simplifie ça vraiment beaucoup. Donc, dans la saison du Sagittaire, oui, on veut élargir nos horizons, on veut retrouver du sens, mais on veut aussi redonner un certain feu à notre quête personnelle. Puis quand je fais allusion au feu, je parle ici de motivation, de passion, de fougue, d'élan, de vitalité, de soif de vivre et de croître aussi. Fait que c'est vraiment un signe d'expansion, le signe du Sagittaire. Puis l'affaire, c'est que c'est pas juste de trouver de l'expansion, mais c'est de le faire à travers des apprentissages qui sont vivants sur le terrain, qui se font à travers l'expérience. On ne veut pas juste lire ce qui se passe avec le signe du Sagittaire, on veut faire une recherche terrain, on veut le vivre. Mais pour apprendre des choses à travers l'expérience, ça requiert une autre chose, qui est de faire acte de foi, d'accepter de plonger dans l'aventure, de faire un pas vers l'avant, dans l'inconnu, puis de voir où est-ce que ces expériences-là vont nous mener. Le signe du Sagittaire, c'est comme le signe qui va toujours choisir la route scénique plutôt que de prendre un raccourci qui va le mener plus vite à sa destination. Parce que l'importance, ce qui valorise, c'est l'expérience qui est vécue, puis pas juste la finalité. Puis aussi, ce que le Sagittaire a grandement besoin, c'est de se sentir libre. Donc, au cours du mois de décembre, on est invité à retrouver ce spark-là, à reconnecter avec cette essence-là avant d'entrer dans la saison du Capricorne qui va arriver le 21 décembre, journée du solstice d'hiver. Là, il va plus être question de mapper, de planifier, d'ériger la vision qu'on est allé chercher dans la saison du Sagittaire. Donc, on va vouloir l'ériger dans le monde durant la saison du Capricorne. Donc, si on pense au mois de décembre, c'est un mois pour se poser des questions comme comment est-ce qu'on a ouvert notre esprit cette année? Comment on s'est ouvert à des nouvelles réalités, à des nouveaux paradigmes, à la nouveauté, tout simplement.
Puis comment est-ce qu'on a pris de l'expansion, qu'on a accepté de voir plus grand, voire de se faire plus grand? Et surtout, où est-ce qu'on est enfin prêt à faire un saut dans le vide? Ça, ce sont toutes des questions qu'on peut se poser durant la saison du Sagittaire. Le mois de décembre commence en force avec une pleine lune en Gémeaux qui va avoir lieu le 4 décembre et laissez-moi vous dire que ça va être une pleine lune assez électrique qui a beaucoup de choses à nous dire en fait. Non seulement elle a des choses à nous dire, mais elle a envie que vous disiez des choses aussi. Elle a envie que vous disiez la vérité. Qu'elle a envie que vous disiez comment vous vous sentez pour de vrai. Parce que c'est ça une pleine lune. Ça vient mettre en lumière quelque chose à quoi on doit porter attention. Puis souvent, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, que l'on ressent, parce que c'est ça la lune, ça représente notre intériorité, n'est-ce pas? Donc, quand il est question d'une lune en Gémeaux, ben c'est comme un scan de nos perceptions, de nos narratifs, avec les histoires qu'on se conte, puis certains de nos réflexes dans nos stratégies de communication, quand on communique avec les gens. Puis je trouve ça important de rappeler, surtout par rapport aux narratifs, aux histoires qu'on se conte, qu'il y a des histoires au fil de notre vie qu'on se raconte, puis qu'on raconte à tellement de gens, puis à tellement de reprises, que des fois, on a l'impression que ça devient des genres d'histoires un petit peu pré-mâchées. T'sais, on est habitué d'utiliser les mêmes mots. C'est comme une histoire qu'on a répétée. Puis, à un moment donné, il faut se questionner à savoir si ces histoires-là résonnent encore. Est-ce qu'elles sont encore à propos? Est-ce que c'est des histoires qui font tellement partie de mon identité que je m'attache à ces histoires-là, puis j'ai un peu de la misère à les laisser partir? Je pense que c'est une pleine lune qui va venir activer des thèmes essentiels comme diffuser une potentielle confusion mentale pour retrouver des nouveaux mots ou des mots justes pour peut-être réinventer certaines parties de notre histoire ou la reframer, la recadrer sous un nouvel angle. Je pense qu'il y a matière à se libérer ici de certains narratifs, de certaines histoires qu'on se conte, justement. Puis, je vous avertis, la journée de la pleine lune, ça se pourrait que ça file comme une petite surchauffe mentale. Ça se dit-tu une surchauffe? J'ai décidé de le dire. Ça va être ça. Puis, non seulement une surchauffe mentale, mais une énergie très nerveuse. Un peu comme quand on a pris un café de trop, puis qu'on est un petit peu sénère, on a comme les jitters de café, puis on est super verbomoteur, puis on n'arrête pas de yapper, on n'arrête pas de parler. Fait que je vous avoue que c'est quand même une pleine lune pour faire le tri, pour ventiler, pour dire ce qu'on a à dire, pour jaser, pour ouvrir le flot de communication, pour être curieuse aussi, tu sais, pour poser des questions quand on n'est pas certaine, pour se souvenir que d'ouvrir le flot de communication, en fait, ça se fait des deux côtés. Oui, dire ce que l'on pense, mais aussi poser des questions à la personne avec qui on communique pour avoir de l'information de cette manière-là. Fait que bref, c'est une pleine lune qui est pleine d'émotions, puis elle a des choses à dire. Okay? C'est une pleine lune qui est en sandwich entre Vénus et Mars. Les deux sont en Sagittaire aussi, puis qui est gouvernée par la planète Mercure, qui, elle, est en Scorpion. Ça fait pas longtemps qu'elle est sortie de sa rétrograde, Mercure, donc elle repasse un peu sur le chemin qu'elle avait rebroussé au cours des dernières semaines. Donc, il y a comme ce feeling-là avec la pleine lune d'arracher un pansement très, très, très rapidement. Ou encore, j'avais l'image qui n'est pas une chose à faire en passant, je crois, à ce point-ci. Quand on a une dent qui branle quand on est enfant, puis que nos parents nous disent « Ah oui, on va l'attacher avec un fil, sa poignée de porte, puis on va fermer la porte bien rapidement pour l'arracher d'un coup. » Ça a un peu cette vibe-là. C'est genre une pleine lune dans laquelle on niaise pas, puis ce qui doit être réglé, doit être réglé. Genre, c'est là que ça se passe, c'est pas après les fêtes, c'est pas la semaine prochaine, c'est comme, il faut adresser les choses là, parce que Mars, c'est de la partie. C'est ça qui arrive quand Mars est là, on niaise pas avec le POC. Donc, plutôt que de laisser nos frustrations ou notre passion aussi en passant macérer à l'intérieur de nous, on est encouragé à l'adresser ici maintenant quand ça arrive, à se questionner ou à questionner les autres. La curiosité, c'est toujours un caractère ou un trait qu'on associe au signe du Gémeaux.
mais aussi à nommer ce qui bouge à l'intérieur de nous, ce qui est vivant dans l'immédiat. Puis grâce à Mercure en Scorpion, ben ça nous aide à être vraiment lucide dans notre manière de le faire, à pas passer par quatre chemins, à être très franc, très direct, puis à dire les vraies affaires. Hein. Il n'est pas question de demi-vérité, c'est très straight to the point. Donc il y a comme un feeling grâce à Mercure en Scorpion qu'on sait où est-ce qu'on s'en va dans nos conversations. Puis ce qui est cool aussi, c'est que Mercure fait des super beaux aspects avec la planète Jupiter, qui est en Cancer en ce moment, mais aussi avec Saturne et Neptune, qui, eux, sont revenus en Poisson depuis quelques mois. Donc, ce qu'on dit, ce qu'on nomme, a vraiment le potentiel d'amener un certain upgrade dans sa vie, d'améliorer l'état des choses, parce que Mercure, la planète qui gouverne la pleine lune, est supportée par Jupiter, par Saturne et par Neptune. Donc, ça donne l'impression qu'on finalise quelque chose, qu'on ferme peut-être un vieux narratif, une vieille histoire, soit une histoire qui est en train de se produire dans notre vie ou une histoire qu'on se compte. T'sais, des histoires qu'on se compte, ça peut être genre moi, je suis pas bonne à l'école. Je dis n'importe quoi, là. Puis là, on se compte cette histoire-là, puis on l'a tellement contée qu'on a toujours eu de la misère à l'école, puis ça nous empêche de peut-être nous inscrire dans un nouveau cheminement ou un projet qu'on a envie de se lancer dedans. Mais là, c'est de dire comme ça, je l'ai répété assez souvent, je peux mettre ça de côté. J'ai le droit d'essayer de m'ouvrir à des nouveaux narratifs. Puis peut-être que je n'étais pas super bonne à l'école quand j'avais 9 ans, mais là, si je m'en vais étudier dans quelque chose qui m'intéresse vraiment, ça se peut que finalement, l'information rentre beaucoup mieux. C'est jamais une bonne idée pour moi de trouver des exemples sur le tas, sur le vif, parce que j'ai toujours l'impression qu'ils sont très mauvais. Mais bon, je suis sûre qu'il y a une personne qui va dire comme Ah, c'est exactement ce que je vis. Puis là, je vais me dire Ah, tu t'es inquiétée pour rien, Vanessa. Anyways, je mets ma petite anxiété de côté ici et je poursuis mon chemin. S'il y a une question que cette pleine lune en Gémeaux nous demande, c'est pas une question, mais une question simple, on va se dire. Là. Qu'est-ce que vous avez besoin de nommer à vous ou aux autres pour avancer? Qu'est-ce qui a besoin d'être dit en ce moment? Bonne question à se poser. Je sais pas ce serait quoi ma réponse. Mais bon, revenons à cette planète Mercure qui, au début du mois, sera sous le signe du Scorpion, mais qui, dès le 11 décembre, va revenir sous le signe du Sagittaire. Donc, on s'entend que c'était toute qu'une rétrograde de Mercure qu'on a eue au cours des dernières semaines. J'ai dit sur Instagram que les rétrogrades me faisaient rire, qu'elles me faisaient pas trop suer. Celle-là m'a quand même fait suer un petit peu, mais elle m'a fait rire en même temps, je vous avoue. C'était comme un peu des deux, parce qu'il y avait tellement d'affaires qui se passaient que je me disais, c'est tellement Mercure rétrograde en ce moment, mais bon, on fait avec. Genre, je pense que j'ai jamais eu autant de dépenses en taxi et en Uber pour me déplacer parce que j'étais vraiment mal prise. Très Mercure rétrograde dans ma maison 3 qui retourne dans ma maison 2. Maison 3 qui sont les déplacements, maison 2 les finances. Hein? On n'invente pas ces affaires-là. Bref, tout ça pour vous dire que durant la rétrograde, c'est comme si c'est venu remuer certains de nos doutes, certaines de nos incohérences même. Et là, c'est comme si à partir du 11 décembre, on commence à vraiment sortir pour de vrai de la rétrograde parce qu'en ce moment, Mercure est encore un peu hangover. Hein? On va appeler ça de même pour le spectacle, pour le show. Mais on appelle ça le post-shadow phase en astrologie. Mais je trouve ça comique de dire que Mercure est un peu sonné. Mercure est un peu pas rétrograde, mais hangover. Mais là, à partir du 11 décembre, c'est comme si on se sort un peu de ce tunnel-là de rétrograde, puis on commence à vraiment passer à d'autres choses. Donc, à partir du 11 décembre, on pourrait recommencer à trouver une vision beaucoup plus claire, à avoir envie d'apprendre, de découvrir quelque chose, à avoir des besoins plus instinctifs de nommer certaines choses aussi, de nommer notre vérité. Ça nous invite à nommer notre vision de manière beaucoup plus assumée, à nommer nos opinions aussi de manière plus assumée. Surtout que Vénus aussi est en Sagittaire. Fait que moi, je trouve qu'il y a comme une essence de ça où est-ce que plus on est assumé, plus on nomme ce que l'on pense, plus on est dans des conversations où est-ce que, oui, on est assumé, mais quand même ouvert à l'opinion des autres, hein, parce qu'on ne veut pas non plus rentrer dans du dogmatisme quand on est dans le signe du Sagittaire, plus on devient magnétique.
Donc, ouais, c'est vraiment une invitation à vous assumer davantage dans votre vérité puis dans ce que vous êtes, je trouve, au cours du mois de décembre, surtout la deuxième partie. Donc, c'est vraiment un transit pour se faire entendre puis pour pas avoir peur d'être controversé. Moi, j'ai toujours peur de ça, fait que je suis pas la bonne personne pour vous en parler. Puis en même temps, je vous avoue, je vous l'ai dit, je pense, dans le dernier épisode, je suis rentrée dans mon unapologetic era. Et donc, de plus en plus, je suis capable de faire le petit canard où est-ce que hey, je dis ce que je pense, puis ça fait pas ton affaire, puis t'es pas d'accord. Ça me coule sur le plumage comme si j'étais imperméable. J'avais aussi envie de vous parler de Mars, de la planète Mars, qui est présentement en Sagittaire au début du mois, en tout cas au moment où est-ce que je vous parle présentement. Mais à partir du 15 décembre, il y a un maudit beau transit qui s'en vient et j'ai nommé l'entrée de Mars sous le signe du Capricorne, ok? Parce que la planète Mars, elle est exaltée quand elle est en Capricorne. Ça veut dire que Mars est extrêmement apte à faire le travail qu'il doit faire. Ce que je veux dire par là, c'est que Mars, dans notre carte du ciel, c'est la planète qui nous invite à avancer, à performer, à se mobiliser, à s'accomplir, à foncer, à se battre pour les choses qu'on désire obtenir. Mais quand Mars est en Capricorne et qui est bien équipé pour faire sa job. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faire preuve de discipline, d'ambition, mais aussi de résilience. Il est capable de tenir l'effort très longtemps pour arriver à ses fins. Et donc, c'est un super bon moment à partir du 15 décembre pour vraiment faire avancer ses projets et aller de l'avant. Fait que c'est un bon transit aussi pour suivre un plan. T'sais, il y a quand même un aspect... Mars en Sagittaire est un peu plus instinctif. Mars en Capricorne, il aime ça avoir un plan. Puis c'est comme, qu'est-ce qu'on avait planifié pour ériger la vision? Il faut un plan. Mars en Capricorne, il est bon pour suivre un plan. Donc, puis il est bon pour initier le plan aussi. C'est quand même un signe cardinal, le Capricorne. Donc, bref, j'ai comme le feeling qu'il y a des choses qui déclochent à partir du 15 décembre. C'est comme si c'est plus facile de changer de vitesse, de passer en 5e ou en 6e vitesse. Parce que oui, je conduis encore manuel, moi, la gang. Fait que j'ai vraiment l'image très claire de comme, bon, on est forcé à rouler en 3, 4e vitesse, mais là, à partir du 15 décembre, naturellement, on est capable d'aller en 5. Excusez, j'ai une crampe dans le pied. Mais là, j'ai mis la charrue avant les bœufs. C'est ça l'expression. J'ai mis la charrue avant les bœufs, la gang, parce qu'il y a 2 dates importantes qu'il faut que je vous nomme. 2 dates qui risquent d'être les moments un petit peu... C'est ça. On a 2 dates qui vont être un petit peu plus spicy au début du mois, quand Mars va encore être dans le signe du Sagittaire, et j'ai nommé le 8 décembre, un carré entre Mars et Saturne, et quelques jours plus tard, le 14, un carré entre Mars et Neptune. Qu'est-ce que ça veut dire en français tout ça? Laissez-moi vous expliquer. Donc, tout d'abord, le 8 décembre, on a un aspect de confrontation à la réalité. Okay? Mars veut agir, mais Saturne vient ralentir le processus, vient placer des blocages, des obstacles pour s'assurer que l'action repose sur quelque chose de solide. Fait que oui, c'est un petit peu chiant comme transit. On a l'impression qu'il y a des bâtons dans nos roues, en fait. Je pense que c'est une très bonne image pour parler de Mars-Saturne à carré. C'était pas toute ça la phrase. De Mars carré à Saturne, dis-je. Mais en même temps, en astrologie évolutive, on dirait qu'il y a quand même des invitations à ça. C'est pas tout négatif selon moi. Je pense que ça peut nous aider de un à clarifier nos intentions, donc à s'observer dans notre fougue, dans nos passions, à se mettre un certain frein aussi, où la vie, ça se peut qu'elle nous en mette un aussi si c'est pas nous qui nous en mettons un, pour faire preuve de prudence. Je pense qu'il y a invitation autour du 8 décembre à faire preuve de prudence un petit peu. De 2, je vous dirais que c'est une belle opportunité de confronter une peur ou une certaine limite intérieure, donc potentiellement même une limite qu'on se place ou qu'on ressent depuis les 2 dernières années. Parce que ça fait plus de 2 ans que Saturne est en Poisson. Et là, Saturne en est vraiment à ses derniers moments en Poisson. Je vais y revenir un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais c'est de se dire, OK, c'est le temps d'être confronté à quelque chose à l'intérieur de moi en ce moment
Puis ça se peut que ça soit comme enflammé, mis de l'avant, qu'il y ait comme plein de flèches qui pointent vers cette chose-là autour du 8 décembre, puis il faut qu'on y porte attention. Puis je vous dirais que c'est un transit que vous allez potentiellement plus sentir si vous êtes né entre 93 et 95 ou entre 64 et 65. Pourquoi c'est particulièrement notoire et important pour vous? Parce que c'est des transits qui viennent rajouter un soupçon d'épicé, de piquant à la fin de votre retour de Saturne. Parce que oui, si vous êtes né entre ces dates, vous êtes en train de terminer votre retour de Saturne. Et vous le finissez en grand, avec des transits assez rentre-dedans. Donc, vous risquez de le sentir plus que d'autres personnes. Le carré entre Mars et Saturne, ça requiert du courage, mais surtout de la discipline pour rester aligné avec nos convictions. Ça nous demande d'affronter les blocages, les obstacles, les difficultés au lieu de baisser les bras. Si on rencontre un blocage, un obstacle autour du 8 décembre, puis qu'on a envie de se dire « Ah, c'est signe qu'il faut que je change de voie, qu'il faut que je change de chemin », je vous dirais « Attends, c'est peut-être signe de faire preuve de prudence, comme je vous ai dit, mais c'est pas signe de baisser les bras, c'est pas si clair que ça. » Donc, je vous dirais que c'est vraiment la résilience qui est au cœur de ce transit-là. J'ai encore une crampe dans le pied. Je tiens à nommer ça. Ce sera pas long. Ah, mon petit pied. Dans le fond, est-ce que le carré Saturne-Mars ne serait pas une crampe dans le pied qui nous empêche de courir? Je pense que je suis un oracle. C'est ça qui est en train de se passer. Mon corps est un oracle. Et mon corps, il crampe encore. OK, il faut que je poursuive. 14 décembre, on a le deuxième carré de Mars, cette fois-ci avec Neptune. Et là, on rentre dans des zones beaucoup plus floues, beaucoup plus spirituelles et beaucoup plus psychiques. Fait que le feeling qu'on va avoir va être beaucoup moins concret, beaucoup moins clair que le premier carré, celui du 8 décembre avec Saturne. Donc, dans ce carré-ci, il y a le désir d'action de la planète Mars qui rencontre la liminalité, la dissolution, puis la transcendance de la planète Neptune. Fait que c'est un aspect qui est quand même beaucoup plus mystérieux. Puis, pour résumer ça de manière très simple, je vous dirais que c'est une énergie de désenchantement. Mon Dieu, j'ai même pas été capable de le dire. Donc, c'est vraiment, on se fait péter la balloune. C'est la bulle qui éclate. Hein? Puis là, on parle de bulle qui éclate. Je trouve ça intéressant parce que d'un point de vue collectif, on est beaucoup en train de parler de la bulle financière liée à l'intelligence artificielle. Puis il y a beaucoup d'astrologues qui parlent justement que le transit de Saturne et Neptune en Bélier pourrait signifier l'éclatement de cette bulle-là. Bref, c'est intéressant de regarder en astrologie financière. Les transits de Neptune sont très, très, très pertinents pour comprendre les cycles dans lesquels on est puis où est-ce qu'on s'en va. Mais bon, c'est quelque chose que je vais un peu plus discuter dans l'épisode de podcast qui va porter sur l'astrologie de 2026. Pour l'instant, on en reste un petit peu plus au personnel pour aujourd'hui. Donc, vraiment, autour du 14 décembre, une énergie de bulle qui pète, de désenchantement. Puis on voit que ce qui n'était pas réaliste, ce qu'on a idéalisé, qu'on a peut-être mis sur un piédestal, ou peut-être certaines choses dans lesquelles on était dans le déni, nous frappent un peu plus au visage. Donc, ça risque de nous demander un certain réalignement à ce moment-là parce que si c'est pas un réalignement concret dans notre vie, ça peut être un réalignement dans la manière qu'on voit les choses. C'est comme, OK, là, j'étais vraiment dans l'idéal, dans l'illusion un peu, puis je dois ramener ça un petit peu dans la réalité, dans l'état des choses tel qu'elle est. Donc, un transit qui nous invite à lâcher ou à relâcher les illusions, les attentes irréalistes et une mission qui est peut-être pas la nôtre. Tu sais, des fois, on se sacrifie ou on porte des choses sur nos épaules, puis à un moment donné, on se dit, crime, c'était pas à moi de porter ça sur mes épaules, ça ne m'appartient pas, cette affaire-là. Ça se pourrait qu'on réalise ça autour du 14 décembre.
Et ça m'amène à vous parler justement des deux planètes qu'on vient de nommer, qui vont faire un carré avec Mars, c'est-à-dire Saturne et Neptune, qui, au cours du mois de décembre, vont les deux être sortis de rétrograde. Ils l'étaient depuis plusieurs mois. En fait, Saturne a terminé sa rétrograde le 28 novembre et Neptune va la terminer le 10 décembre. Fait qu'à partir du 10, ces deux planètes-là font marche avant. Puis c'est important de nommer qu'au cours de 2025, fait qu'au cours des derniers mois, les deux planètes, Saturne et Neptune, se sont trempées l'orteil en bélier pour ensuite être en rétrograde et rebrousser chemin, revenir dans le signe du poisson, puis c'est là qu'elles sont en ce moment. Fait qu'en ce moment, Saturne puis Neptune sont en train de boucler quelque chose, sont en train de terminer la job qu'ils ont amorcée, qu'ils ont fait au cours des dernières années dans le secteur de votre carte du ciel qui est sous le signe du poisson. Puis c'est super significatif que ces deux planètes-là voyagent ensemble en ce moment. On a Saturne qui est très concret, qui est très sec, qui nous amène à faire preuve de discipline, de résilience. Puis on a la planète Neptune qui est comme transcendante, qui nous relie à ce qui est plus grand que nous. Ils ont une énergie très différente, ces deux planètes-là, mais elles sont ensemble dans le ciel en ce moment. Donc, on entre dans la fin d'un très long cycle d'épuration de bagages émotionnels. Si vous avez fait du gros travail sur vous-même au cours des dernières années, vous pouvez dire merci, entre autres, à vous. Évidemment, c'est vous qui faites ce job-là en passant, c'est pas les planètes qui le font à votre place, mais il y a quand même un certain encouragement ou un contexte qui est là, un contexte planétaire qui est propice, si on veut, à ce travail émotionnel-là. Et qui nous invite aussi à faire le délestage d'illusions qu'on accumule. Donc, au cours des derniers mois, voire même des 2 dernières années, c'est comme si on était parti naviguer en haute mer, on a traversé vent et marée, émotionnel et peut-être plus que ça, et qu'on revient maintenant au rivage avec quelque chose de précieux, avec la vérité. Puis quand je dis la vérité, il n'y a pas de V majuscule ici, là, ça n'existe pas. La vérité. On parle d'une vérité, une vérité qui nous appartient, qui fait sens pour nous. Une vérité qui résonne personnellement pour nous, puis qui nous dicte intuitivement, de manière spirituelle, c'est quoi le chemin qui est le nôtre pour les prochaines années. Surtout que 2026, ça va bouger sur un temps, là. On s'en est déjà parlé dans l'astrologie de 2025. 2025, c'est comme un preview de ce qui nous attend en 2026, mais il y a beaucoup de choses à dire sur cette année-là. C'est vraiment une année charnière, 2026. Puis je vous rappelle que si vous voulez faire ce passage-là en conscience, en communauté, il y a l'atelier, en fait le rituel, le passage qui a lieu le 28 décembre. Toutes les informations vont être sur mon site web www.vanessaDL.com ou dans les notes de l'épisode. Je vous invite à vous joindre à nous pour ce rituel-là. C'est toujours ça fait 5 ans que je le donne en fait, puis je le fais parce qu'il m'est demandé par vous, mais aussi parce que moi j'y tiens. C'est, je pense, le rituel le plus fort pour moi, que j'utilise le plus. Les cartes de tarot que je pige, je me suis vraiment pour le reste de l'année. C'est comme un incontournable pour moi maintenant, puis c'est toujours vraiment un plaisir de le partager avec vous. Donc, c'est ce qui est ça pour... de quoi je parlais? Pour Saturne et Neptune en Poisson, qui nous invite à comme clore un cycle d'épuration émotionnelle assez fort. J'ai envie de dire un cycle karmique, mais je trouve ça... Je suis pas sûre si c'est tant à propos comme... Tu sais, nous, on a notre vision, on a notre manière en tant qu'occidentaux de parler du karma, mais la vraie vision, celle qui vient de l'Inde et du bouddhisme et tout ça, de l'hindouisme, c'est tellement autre que j'ai pas envie de m'aventurer dans ces eaux-là. Dis-je en parlant du signe du poisson. Mais on va parler d'un relâchement de bagages émotionnels. Ça me satisfait. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de la nouvelle lune en Sagittaire qui va avoir lieu le 19 décembre, sur laquelle je trippe. Je trippe sur cette nouvelle lune-là. Je la trouve tellement haute. C'est un magnifique transit de renouveau qui a le potentiel de nous offrir une vision vraiment fraîche. Je le vois comme
L'image que j'ai de cette nouvelle lune-là, c'est comme un feu qui brûle fort. C'est un feu de joie qui est vraiment bien ancré. Tu sais, c'est comme si tu as fait la technique tipi là, pour avoir un feu de camp qui brûle toute la nuit, ben ton tipi il va durer longtemps. Hein, je sais pas si c'est ça la méthode, là. Des fois, il y a l'affaire en carré. Bref, je m'aventure à des endroits que j'ai pas envie d'aller dans cette conversation, mais bref, c'est comme un feu solide qui va brûler pendant longtemps. C'est ça la vibe. C'est une nouvelle lune qui est stratégiquement placé par l'univers après les carrés de Mars. Hein? Souvenez-vous, on a le premier le 8 décembre, on a le deuxième le 14 décembre, et là, après ça, quand on est quand même assez sorti de cette tension-là, on a la nouvelle lune en Sagittaire, après le retour aussi de Mercure en Sagittaire, qui est sorti du hangover de sa rétrograde. Puis Mars est en Capricorne aussi à ce moment-là. Fait qu'il y a vraiment plein de pions qui sont placés à des bons endroits pour une nouvelle lune qui est dans une autre vibe complètement. Donc, c'est une nouvelle lune qui marque qu'il y a une intention, un objectif ou une direction qui se définit enfin. Puis, on pourrait le sentir comme un appel d'âme, comme un élan qui se précise et qui est très instinctif, qui est impossible à renier. Ça pourrait aussi prendre la forme d'un désir d'aligner nos actions à notre vérité intérieure, ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Puis j'ai toujours trouvé en passant que la nouvelle lune en Sagittaire était un super beau moment pour faire une activité de vision board. Donc, de sortir des vieilles revues, de découper les images qui nous inspirent, puis de juste s'en faire une activité. Est-ce que je crois nécessairement que c'est une méthode de manifestation puissante? Pas tout seul. Je pense que c'est le fun, mais je pense que pour de la vraie manifestation, opinion controversée, saison du Sagittaire, me voilà, je pense que ça prend plus qu'un vision board, mais c'est le fun à faire. Puis quand c'est le fun, pourquoi s'en priver? La nouvelle lune en Sagittaire, c'est un moment idéal pour réaffirmer vos valeurs, pour vous recentrer sur votre mission, pour prendre un risque créatif ou spirituel, pour faire un pas vers ce que vous savez être juste pour vous. C'est un bon moment pour planifier des voyages, j'allais dire des vacances. Si vos vacances impliquent un voyage, oui. Ça serait un bon moment pour choisir d'étudier quelque chose de nouveau, n'importe quoi qui ouvre vos perspectives, qui ouvre vos horizons sur le monde, qui peuvent renverser votre manière de voir les choses. C'est un moment pour répondre à l'appel de l'aventure aussi. Et c'est ce qui nous amène déjà à la fin de l'épisode. Donc, pour conclure, si j'avais à résumer ça, je vous dirais que le mois de décembre est très riche, mais aussi très contrasté en comparaison à ce qu'on a vécu au cours des derniers mois. Surtout le mois de novembre était excessivement chargé niveau astrologie. Je dis excessif, peut-être que ça c'est excessif, mais c'était très chargé niveau astrologie. Puis avant ça, on a eu les éclipses, on a eu un automne très chargé. Puis là, le mois de décembre, c'est comme un peu un petit répit avant le début de l'année, une année qui ne va pas laisser sa place. Donc, le mois commence dans un grand vent de curiosité, d'expansion, d'honnêteté, puis on le termine avec un peu plus de structure, de direction, puis d'ancrage dans ce qu'on veut réellement bâtir. Fait que oui, c'est un mois pour être vraiment honnête envers soi-même, pour avoir des conversations courageuses, puis pour laisser derrière soi les histoires, les narratifs qui nous retiennent d'aller vers le changement parce que c'est ça 2026. C'est une année de changement. Non seulement il y a plein de transits astrologiques qui nous mettent la puce à l'oreille, qui nous avertissent que ça s'en vient, mais en plus la carte de tarot de l'année, c'est la roue de fortune. Toutes des choses qu'on va discuter dans l'épisode de l'astrologie de 2026. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté le podcast Résonance. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir le podcast, partagez les épisodes sur vos réseaux, donnez 5 étoiles, un commentaire sur l'application d'écoute de balado de votre choix. Puis, prenez soin de votre énergie, prenez soin de vous. Je tiens à vous dire juste avant de quitter, petit message spécial, juste pour vous nommer ce qui s'en vient pour moi au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Il y a l'atelier Le Passage, le rituel Le Passage qui a lieu le 28 décembre. Les inscriptions sont présentement en cours.
Il y a aussi l'épisode de l'année qui s'en vient. Je vous en ai glissé un mot à quelques reprises durant l'épisode. Donc, non seulement je vais faire un épisode sur les transits de 2026, les plus importants, mais en plus, je vais refaire un épisode avec des conseils d'astrologue. C'est un des épisodes qui a été le plus écouté l'année passée, donc au début de 2025. Donc, j'ai décidé de refaire l'exercice, puis même de demander à des nouveaux astrologues de venir parler sur le podcast. Donc, même moi, j'ai très hâte de les écouter. C'est toujours vraiment riche d'avoir des perspectives différentes. Il y a aussi une formation qui s'appelle le Fil d'or, qui est donnée par Annabelle Lem, qui a la chaîne YouTube L'art de l'astrologie. Elle a une approche super intelligente, super intéressante à l'astrologie, puis elle a décidé de faire une formation sur les décans. Puis c'est comme une formation qui vient joindre le tarot et l'astrologie. Puis moi, là-dedans, je vais donner un atelier plus vers la fin de la formation au mois de juin. Donc, je vais mettre les notes de ça, le lien pour ça dans les notes du podcast, mais ça vaut la peine, surtout si vous voulez approfondir votre pratique, l'amener un petit peu plus loin. C'est vraiment une belle formation. L'autre chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a une retraite de sorcières qui se prépare, et pas nulle part. Ça se prépare en Italie. On s'en va en Toscane, la gang, pour faire une retraite de sorcières dans un lieu exceptionnel. Okay? Ça va avoir lieu au mois de mai. Il y a plus d'informations qui s'en viennent, les dates exactes, les prix, etc. Tout ça va sortir très bientôt, mais restez à l'affût, c'est un rêve qui devient réalité, c'est extraordinaire comme endroit. J'ai très très hâte d'y être puis de passer du temps de qualité avec les gens qui vont être présents. Et finalement, l'immersion sorcière qui se termine ce mois-ci, en fait, qui se termine demain, j'enregistre ça le 2 décembre, va revenir à l'automne 2026. Donc, si jamais vous l'avez manqué, que vous aviez le FOMO, que vous auriez voulu la suivre, ben sachez que ça va revenir et que j'ai très hâte de l'enseigner à nouveau. Donc, merci d'avoir été là, puis je vous dis à très bientôt pour un épisode sur les transits de 2026.